Il est 19h. Yarana, merci d'être au rendez-vous. Dirigeons-nous vers une grève des transports en commun. Les premières négociations peinent à trouver une issue favorable. 320 bus risquent d'être à l'arrêt si aucun accord n'est trouvé. La mise en place de la convention collective est la principale revendication des salariés. Plus de 316 millions de francs pacifiques, une somme colossale due par des locataires de résidence sociale à l'OPH, des impayés qui n'auraient pas été réclamés volontairement, selon le président du pays, qui accuse indirectement le précédent du gouvernement de délit de concussion. L'ancien ministre en charge du logement s'explique. Jean-Christophe Bouissou est l'invité de ce journal. Enfin, ce SOS mondial lancé par le chef de l'ONU pour sauver les îles du Pacifique de la submersion marine, car la situation se dégrade encore plus rapidement que prévu. Les territoires ultramarins français sont déjà touchés. Formation du personnel, respect des heures de travail, mais aussi et surtout la signature de la convention collective. Ce sont les principales revendications des organisations syndicales. Pour éviter la grève, les négociations ont débuté, mais l'issue est encore incertaine. Alors, les usagers seront-ils privés de transport en commun jeudi? Élément de réponse avec Ismaël Tahiata et Jérôme Lee. Des transporteurs bien décidés à en découdre et des poignées de main chaleureuses. Une réunion capitale entre patrons et intersyndicales. Alors, grève ou pas grève? Tout de suite, les mots qui fâchent. Hein? Attends, laissez-nous le temps d'étudier choses et tout ça. Bon, nous avons échangé sur tous les 12 points ou quoi que ce soit. Il nous a fait des retours ou quoi que ce soit. Il nous a fait un PV de réunion et tout ça. On va étudier le PV et tout ça. Donc pas de débrayage pour l'instant, mais l'épée de Damoclès plane toujours sur la tête des directions. 12 points de revendication, dont des avancées en matière de salaire, de statut et de sécurité. Surtout, ce n'est pas tout. La convention collective, c'est un des points importants, mais il y a aussi l'employeur, et il a aussi ses obligations, tout ça. Donc, il doit respecter la DSP. Donc, en une rencontre, on ne peut pas régler tous les points. Autre demande de l'intersyndicale, la présence du ministre Jordi Chan durant les prochaines négociations. C'est en discussion, oui. De toute façon, on a une DSP et on dépend du pays. Nos échanges ont été très constructifs. Voilà, tout ce que je peux dire. Aujourd'hui, j'ai apporté quelques réponses. Et là, ils vont étudier et ils vont revenir vers moi, normalement, d'ici demain. Autre lieu, autre négociation, cette fois-ci avec la société TCCO, en fin d'après-midi avec la société RTU, des sous-traitants de la société RTCT Teletahiti, détentrice de la délégation de services publics, soit plus de 320 bus susceptibles d'être immobilisés en cas de grève. L'affaire des factures de l'OPH pourrait-elle aller jusqu'à un recours en justice? C'est ce que suggère l'opposition à la suite des révélations de Moetai Broderson la semaine dernière à l'Assemblée. Des factures d'eau impayées entre 2019 et 2022 pour un peu plus de 300 millions de francs pacifiques et des loyers impayés de 2 milliards de francs, des sommes que l'OPH n'aurait jamais réclamées sous l'ancienne gouvernance. Le point avec Caroline Fary et Dylan Fels. Dans ce lotissement social de la mission, certains locataires ont du mal à payer leur loyer à l'Office polynésien de l'habitat, gestionnaire des comptes. Moi, j'ai pu payer au début. Moi, j'étais là, mais après, comme j'ai eu des petits-enfants, donc du coup, j'ai un peu délaissé mon loyer. Vous payez combien de loyer? Moi, je paye 19 000 mon loyer. Comment vous faites alors? Du coup, j'ai pris rendez-vous à Eminari, à l'OPH. Et c'est avec elle que j'ai convenu à payer plus mon loyer. Vous connaissez beaucoup de personnes dans votre cas? Oui, pas mal quand même. À ce jour, sur une cinquantaine de résidences gérées par l'OPH, les impayés loyers et eaux s'élèvent respectivement à 2 milliards de francs et 300 millions de francs. Un héritage de l'ancienne gouvernance et une politique un peu trop sociale que n'a pas manqué de relever Moetai Broderson en séance dans l'hémicycle. Dans ces personnes qui n'ont pas payé leur loyer, il y en a, il aurait suffi qu'ils reçoivent plus souvent la visite des agents de l'OPH pour lui dire « Hey papa, hey amouya, tatawa loyer », ils auraient payé. Donc c'est une question d'approche sur le recouvrement aussi. Les impératifs comptables ne doivent pas prendre le pas sur la réalité sociale d'un seul salaire pour une famille nombreuse, d'où l'interrogation de la présidente du Tapura. Aujourd'hui,
quelle est la politique du gouvernement par rapport à ces recouvrements de loyers impayés? Est-ce que c'est un durcissement ou est-ce qu'on reste dans la même politique de social, en fait? Un délit de concussion planerait dans l'air. Ahereia Polinetia met alors le président Broderson devant le fait accompli. Le fait qu'il le dénonce publiquement à l'Assemblée, il est tenu aujourd'hui par ce qu'on appelle l'article 40, d'initier une enquête et même de le signaler au procureur pour que ceux qui ont fait ça soient punis. Apurer les comptes de l'OPH, un défi à relever pour le gouvernement, alors que l'organisme connaît depuis plusieurs années une instabilité politique des plus invalidantes. Sollicité, le directeur de l'OPH n'a pas été autorisé à s'exprimer car le président du pays et ministre en charge du logement est en déplacement à l'étranger. Le dossier est en cours d'analyse, nous a-t-on répondu? On continue d'en parler avec vous, Jean-Christophe Bouissou, Yarana. Yarana. Merci d'être sur la première ce soir. Merci. Vous êtes donc indirectement visé et accusé de délit de concussion puisque l'OPH était sous votre tutelle durant la période citée entre 2019 et 2022. Non seulement on n'allait pas chercher les loyers, mais on ne facturait même pas. Ce sont les mots de Moïtei Broderson. Alors, c'était la politique de Jean-Christophe Bouissou, du Tapura ou du directeur de l'OPH de l'époque? D'abord, bonsoir à tous. Et si je suis là ce soir, si j'ai accepté de venir, c'est pour défendre une institution qui est l'OPH et la politique de logement. L'OPH, ce sont 250 personnes qui y travaillent. C'est aussi une direction. L'ordonnateur de cet établissement, c'est le directeur général de l'OPH. C'est aussi un conseil d'administration avec des représentants du pays, du gouvernement, des représentants de l'Assemblée, mais aussi des représentants de l'État. Donc tout se fait évidemment en toute transparence. Le délit de concussion, c'est de demander à du personnel de ne pas facturer des gens qui doivent, selon les délibérations, selon les lois, selon les règlements, à l'administration. C'est ça le délit de concussion. C'est pour ça que j'ai souhaité m'exprimer ce soir, parce que c'est une accusation qui est grave et qui voudrait dire donc que nous avons décidé directement de ne pas recouvrer les recettes. Évidemment, c'est faux. Évidemment, c'est du n'importe quoi. Ça ne m'étonne pas de la part d'un gouvernement qui, depuis un an déjà, ne fait rien. L'année dernière, il devait installer 5 milliards de francs pour pouvoir financer les opérations du pays, les Faré MTR dans les îles, ici sur l'île de Tahiti, lancer des programmes de logement. On n'a pas vu une seule fois poser une première pierre sur de nouveaux programmes. Mais il semble justement que les comptes de l'OPH soient très déficitaires. Aujourd'hui, 2 milliards de loyers impayés, un peu plus de 300 millions. Comment est-ce que vous expliquez cet héritage? C'est-à-dire qu'il y a environ 83% sur ce qu'on appelle les lotissements nouveaux, selon la formule où il y a l'AFL qui intervient, de recouvrement. Donc il y a toujours 17% à peu près de non recouvrés. Sur les anciens lotissements, l'ancien parc, c'est vrai qu'il y a un parti politique il y a quelques années, qui a été dire à tout le monde, arrêtez de payer. Ne payez plus vos loyers, ne payez plus l'eau, ne payez plus les charges. Et à partir de ce moment-là, nous nous sommes retrouvés avec une augmentation des impayés qu'il a fallu juguler au fur et à mesure que nous avons repris des choses en main. Je vous rappelle quand même que nous avons repris les choses en main en 2014. Donc ce soir, vous accusez le Tavini, Huiratira et Oscar Temaru? Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire simplement, regardez-vous et nettoyez devant vos portes avant de porter des accusations sur ceux qui étaient auparavant à vos places. Non, ce que je suis en train de dire, c'est que, vous savez, il y a des familles qui se retrouvent en difficulté. Nous avons créé ce qu'on appelle un fonds pour les questions de surendettement. Lorsqu'une famille aujourd'hui ne peut plus payer ses dettes, se rend à l'IOM, allez, renseignez-vous maintenant, se rend à l'IOM pour demander à ce qu'elle soit exonérée du paiement des dettes qui sont dues. Et l'OPH, malheureusement, dans cette affaire, et nous faisions passer quelques centaines de millions de francs chaque année pour nettoyer, si vous voulez, ce qui est dû par les gens, sur une décision de justice.
C'est pas le directeur de l'OPH qui le décide tout seul ou un conseil d'administration. Donc, ce surendettement amène les gens, effectivement, à s'adresser tel que la loi le prévoit. Donc, ce nettoyage fait que, au fur et à mesure, l'OPH ne reçoit pas en contrepartie, et ça c'est important, il n'y a pas un autre fonds pour payer à la place des gens ce qui est dû effectivement à l'OPH. Alors, vous qui avez géré l'Office polynésien de l'habitat depuis de nombreuses années, en étant ministre du Logement, effectivement, il y a aussi une réalité, c'est-à-dire que pour équilibrer aujourd'hui les comptes de l'OPH, il faudrait expulser un peu plus de 700 familles et augmenter les loyers de plus de 40% à un moment donné. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être appliquer cette formule pour équilibrer les comptes de l'OPH qui sont déficitaires souvent ? Non, on ne va pas expulser 600 à 700 familles de leur logement. Donc le pouvoir public va soutenir Non, toujours. c'est pas notre politique. Ce qu'il faut, c'est que nous ayons un fonds qui puisse effectivement venir en soutien à ces familles qui sont en difficulté. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Ça, c'était dans notre programme. Enfin, puisque nous ne sommes pas passés, c'est pas quelque chose qui est mis en œuvre. Non, c'est bien sûr qu'il faut qu'il y ait une approche et que nous disions aux gens de prendre leurs responsabilités et qu'avant de s'acheter un 4x4, avant de s'acheter un bateau, avant de s'acheter un scooter, le plus important, c'est de nourrir sa famille et en même temps de payer son loyer. Vous voyez, donc c'est très culturel. Il faut qu'il y ait une évolution qui se passe, mais c'est certainement pas en mettant les gens dehors. Vous savez, regardez en Nouvelle-Calédonie. Ce qui se passe à l'heure actuelle, vous avez la SIC sur place qui va certainement déposer les clés sous le paillasson parce qu'ils sont en difficulté à cause de ces problèmes de paiement. Donc il ne faut pas qu'on soit étonné. Non, ce qu'il faut simplement, c'est une prise de conscience de tout le monde politique. Que si nous souhaitons continuer à financer nos programmes de logement, alors à ce moment-là, il faut que tout le monde contribue. Merci beaucoup. Jean-Christophe Bouissou, d'avoir répondu à nos questions ce soir en tant qu'ancien ministre du Logement. Et sachez qu'aujourd'hui, 6 000 demandes de logement social, dont 4 000 en logement groupé, sont en attente de réponse. Et si le besoin de logement est une réalité indéniable, encore faut-il pouvoir les construire. À Aroué, une partie de la population et la ville s'opposent à un projet immobilier prévoyant la construction de 24 appartements. Mais le permis de construire, lui, a d'ores et déjà été accordé par le pays. Les détails avec Lucille Guichet et Mirko Vanfo. C'est une petite servitude tranquille de Aroué qui ne voit pas d'un bon œil ce permis de construire fraîchement installé. Ici, à la place de ces anciennes maisons individuelles, un immeuble de 24 appartements doit voir le jour d'ici 2026, déjà 100% réservé. Les riverains ont signé une pétition pour s'y opposer. Tout le quartier et les quartiers un peu aux alentours, tout le monde est opposé au projet. Pourquoi ? Ça va faire vraiment beaucoup, 4 étages, 24 appartements. Et je pense qu'il y a aussi une question de normes, la route. En juin dernier, la commune de Aroué a pourtant rendu un avis défavorable. Pour elle, la sécurité n'est pas assurée. Selon les plans, il manque une colonne à incendie. Mais l'avis de la mairie n'est que consultatif et la direction de la construction et de l'aménagement a passé outre. Le permis de construire a été accordé le 30 juillet dernier. Sollicitée, la DCA n'a pas souhaité répondre à nos questions. Automatiquement, la responsabilité du maire est engagée, donc pénalement, justement, par rapport à s'il y a un problème, s'il y a un décès, il n'y a pas eu l'assurance justement qu'on a pu protéger l'immeuble. Donc en l'état, il n'est pas question de donner un avis favorable ? Voilà, en l'état, ça sera toujours un avis défavorable. Rencontré, le promoteur n'a pas souhaité répondre à notre interview, mais nous a expliqué longuement le projet. Il s'engage à installer une colonne incendie alimentée à ses frais. Pour répondre aux besoins, il manque 2000 à 3000 nouveaux logements chaque année en Polynésie. Dans la zone Pacifique à présent, le niveau des mers monte beaucoup plus vite dans le Pacifique que la moyenne mondiale. L'urgence est telle qu'au sommet du Forum des îles du Pacifique, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé un cri d'alarme sur la montée des eaux, une problématique qui touche déjà l'ensemble des territoires ultramarins français. On voit cela avec Serge Massot. En 30 ans, le niveau mondial de la mer s'est accru en moyenne de 15 cm. Dans l'océan Pacifique, la montée des eaux est par endroits 3 fois plus importante, d'où le SOS lancé par le secrétaire général de l'ONU. Je suis ici au Tonga pour lancer un SOS mondial. Sauvons nos océans, luttons contre la montée des eaux.
Cette catastrophe mondiale met en péril ce paradis unique. Dans l'archipel des Tuamotu en Polynésie française, les habitants ne peuvent que constater le phénomène, comme William sur l'atoll de Rangiroa. Heureusement, quand on a mis les digues en place, ça a diminué pour la remontée des eaux. Mais pour plus tard, pour l'avenir, pour nos enfants et pour nos petits-enfants, je pense qu'on craint quand même la montée des eaux. Autre océan, même phénomène. En Guadeloupe, 9 communes sont officiellement menacées par l'érosion de leur littoral. C'est le cas aussi en Guyane, comme dans le village amérindien d'Awala-Yalimapo, où les fortes marées amènent l'eau parfois jusque dans les maisons. La marée est montée jusqu'à la porte de Madame Milly, que vous voyez ici. Et du coup, qui est montée au fur et à mesure des 2 jours, en gros. Déplacer les villages. Quel endroit? On ne sait pas encore exactement. Qui va fournir? C'est du sou, c'est de l'argent. Des projets d'adaptation existent déjà. En Martinique, la commune du Prêcheur réfléchit à faire déménager certains habitants plus en hauteur dans un écoquartier qui servirait aussi de refuge en cas de phénomène climatique extrême. Une école refuge donc, qui permet de protéger les gens en cas de gros problèmes climatiques, type cyclone ou des gros lards. Donc les gens ils pourront venir se réfugier ici pendant presque 2 semaines. Donc du coup les classes pourront se transformer en dortoirs. Beaucoup plus au nord de l'Atlantique, le village de Miquelon-Langlade, situé 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ses habitants ont accepté l'idée de déménager sur un site plus en hauteur. Des projets qui nécessitent le soutien financier de l'État. Dans son SOS, Antonio Gutiérrez appelle les dirigeants du monde à augmenter massivement les investissements dans l'adaptation au changement climatique pour protéger les populations des risques actuels et futurs. Au Tonga, Moetai Broderson s'est proposé d'être médiateur de la mission d'information du Forum des îles du Pacifique prévue en octobre en Nouvelle-Calédonie. À l'issue d'un bras de fer diplomatique entre Nouméa et Paris, le président du gouvernement calédonien a accepté d'accueillir cette mission qui doit dresser un état des lieux du Caillou. L'archipel des Australes peut-il être un acteur de la souveraineté alimentaire du territoire? C'est ce que les 150 exploitants souhaitent. Un souhait exprimé à la 4e session du secteur primaire qui s'est déroulée à Tupuai aujourd'hui. Mais il faut développer les cultures vivrières dans ces îles. Aujourd'hui, les exploitations agricoles représentent 12% du total des exploitations en Polynésie. Pour augmenter les volumes de production, les agriculteurs demandent des aides et veulent disposer de formations. Des solutions doivent être trouvées aussi pour le stockage et la commercialisation des produits. Taivini Te'ai, le ministre de l'Agriculture, répond à Roheyar Ihariva. L'année dernière, il y a eu en effet plus de 70 tonnes de carottes qui n'ont pas pu être traitées et qui ont pourri sur place, avec quand même une production, une vente de plus de 520 tonnes. L'objectif de cette année, c'était donc de venir en effet avec la population, les informer sur le nouveau dispositif de traitement, qui est le relais pris par la SNC Tourapay. Également, le relais se fait directement sur le terrain, avec une rencontre avec les agriculteurs, pour que lorsqu'ils apportent leurs produits directement au hangar de traitement, ils soient déjà pré-traités. Il y a eu déjà même éventuellement un triage. Et lutter contre les espèces invasives, c'est aussi une priorité des acteurs du secteur primaire. La fourmi de feu en est une. À Taha, les habitants tentent par leurs propres moyens de lutter contre cette dangereuse prédatrice depuis 2021. Désormais, le transport des végétaux, des fleurs ou encore des matériaux de construction depuis cette île, mais aussi Huahine, est désormais soumis au contrôle de la biosécurité. Reportage à Taha de Hiti Manaki. Nous sommes à Motutiairi, dans le village de Veitoare. C'est ici que les premières colonies de petites fourmis de feu ont été signalées. Nous sommes au mois de mars 2021. L'île de Taha était jusque-là préservée de cette variété de formicidés. C'est Moana Tupana qui le signale et le traitement débute aussitôt. Ici, sur cette terre familiale, 4 fois par an. C'est un truc tout simple. J'allais dans la montagne pour cueillir des fruits, des mangues. Et à chaque fois que je redescendais, en fait, je me faisais piquer le long du cou. Et c'était bizarre. C'était pas comme des piqûres de fourmis rouges. Un traitement réalisé par les administrations compétentes, la DIREN, Direction de l'environnement de Polynésie française, ou encore la DBS, Direction de la biosécurité. À Taha, c'est la DAG, Direction de l'agriculture
qui s'est porté volontaire pour prêter main forte et faire barrage à cette fourmi de feu sur les passerelles agricoles, principalement 5 hectares au total. J'appelle à chacun d'entre nous, que ce soit agriculteur, que ce soit éleveur, horticulteur, les mamans qui plantent les fleurs, de rester vigilants dans les transports de pots, dans les transports de fleurs. Pour l'instant, sur Taha'a, seuls 2 endroits ont été répertoriés comme étant infestés. Michel est un éleveur et copraculteur. La parcelle envahie de ces petites fourmis de feu est juste à côté de chez lui. Alors, il reste vigilant et est très reconnaissant pour les différentes actions déjà menées sur cette superficie. Il n'y a pas autant de fourmis qu'avant. Avant, elles vous attaquaient, elles vous piquaient. Et ça grattait. Aujourd'hui, je peux dire que les traitements réalisés ont porté leurs fruits. À Taha'a, les consignes sont simples. Restez vigilants lors de transport de pots de fleurs ou de jeunes pousses pour protéger la biodiversité du Fénoua. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. L'information principale de ce mardi concerne cette menace de grève dans les transports, dans les sociétés de transport en commun de Tahiti et Moorea. Les négociations entre organisations syndicales et patrons ont été entamées. Elles se poursuivront demain. Si aucun accord n'est trouvé, les 320 bus ne circuleront pas jeudi à Tahiti et Moorea. Et puis à la une de Tahiti Info, demain, fusion et défusion à la direction de la jeunesse et des sports et à la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse. Sur vos écrans ce soir, une fiction qui a reçu le prix du meilleur scénario au Festival de la fiction de Luchon, Répercussion. Elle sera suivie de la série Sophie Cross. Et notez que vous pourrez suivre sur la première la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques demain à 7h40. Les épreuves seront également diffusées sur notre antenne tous les soirs à partir de 21h30 jusqu'à 7h du matin, puis de 8h40 à 11h. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de rester fidèle à Polynésie la première. Très belle nuit et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet